Bonjour à tous et bienvenue dans le plateau du bien-être. Nous sommes très ravis de vous retrouver pour ce tout premier numéro de cette semaine. La semaine d'ailleurs que je vous souhaite très agréable. En tout cas, bienvenue à vous et que ça démarre. Aujourd'hui, vous aurez bien entendu la causerie, vous aurez l'info du jour, vous aurez les mots qui vous permettra bien entendu de repartir à la fin de cette semaine avec un colis. Vous aurez également que sais-je. Alors, quoi de mieux que de vous installer pour qu'on puisse démarrer tous ensemble cette émission avec ces personnes-là même qui sont sur ce plateau et qui vont m'aider à vous offrir le meilleur en ce qui concerne cette journée du lundi matin. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, Blondine. Comment vous allez? Jacques, tu ne réponds pas à mon bonjour, il y a quoi? Parce que tu es en bleu, je suis en bleu, je ne veux pas répondre à mon bonjour. Mais je ne saurais l'expliquer. Tu sais, c'est plus fort que toi. C'est plus fort que moi. C'est l'émotion. Ah ouais, une émotion bleue. C'est l'émotion bleue. Comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. C'est beaucoup plus un lundi, beaucoup plus calme parce que j'ai pris le soin de voir beaucoup de choses ce week-end. Tu vois, ce week-end, j'étais à un mariage d'un jeune couple. Là, ça m'a fait beaucoup réfléchir. N'est-ce pas? Ouais. Tu t'es décidé enfin à te marier? Bon. Le point de suspension. Moi, j'allais te poser la question, ça tu réfléchis par rapport à quoi? C'est ça. Toi-même ou bien... Justement, Blandine, la réflexion, c'est par rapport à quoi? Oh, tu demandes à Blandine. Non, en fait, il sait que je peux savoir un petit peu. Ouais, justement. Et quelle est cette question qui est ressortie? Non. Jacques n'est pas prêt. J'y pense. Là, actuellement, le téléchargement, je pense que c'est retourné à 1%. Je t'ai pas dit. Parce qu'on était un temps à 80. Oui, je t'ai pas là, dit. Non? Mais je suis passé à une 5e république. Je suis passé à une nouvelle république. Donc, un nouveau départ. Un nouveau départ. nouveau Donc départ. maintenant, je suis en classe de CP1. Mais je voudrais également attirer l'attention de nos chères mamans. Vous voyez, quand vous avez de petits garçons là, à un moment donné, il faut apprendre à séparer les choses. Il faut apprendre à faire le distinguo. Vous ne pouvez plus avoir un garçon peut-être de 1 an, 1 an et demi, 2 ans et continuer par aller vous doucher avec cet enfant. Moi, je ne suis pas d'accord. À un moment donné, il faut apprendre à inculquer à cet enfant-là de bonnes choses. Parce que déjà à 1 an, 1 an et demi, je dirais 2 ans, déjà à 2 ans, l'enfant est déjà grand, surtout le jeune garçon, il est déjà grand. Là, on ne peut plus se permettre d'aller sous la douche avec son enfant, l'enfant qu'il voit nu. Et on te dira non, c'est mon bébé, il ne connaît rien. Non, ça je ne suis pas d'accord. J'attire l'attention. Si moi, ma femme fait ça, elle a des problèmes avec moi. C'était dans le mariage? Hein? C'était toujours dans le mariage? Non, ça c'est aussi d'autres choses qui sortent du mariage comme ça et après les gens ne se comprennent pas. Mais c'est des faits qui sont très, très récurrents. Je voudrais que les gens comprennent que certes il est enfant, mais il faut aussi apprendre à protéger cet enfant-là. Et c'est pas parce qu'il est enfant qu'on va l'exposer à toutes choses comme ça. Parce que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de mettre dans l'esprit de cet enfant. Et quand il va grandir, vous savez, l'enfant grandit déjà. À l'âge 0 jusqu'à 9 ans, l'enfant, tout ce qu'il voit là, il accumule. Bien sûr. Il accumule. Donc, à un moment donné, c'est pas bien dans l'éducation de l'enfant. Le message est passé. Bon, je devrais saluer William avant de te saluer. Mais la manière dont tu ne m'as pas répondu, c'est ça qui m'a poussé à te saluer d'abord. Je retourne maintenant vers mon co-animateur. Bonjour Blondie, je vais très bien, merci. Toujours subliminal. Merci, je te rends le compliment d'ailleurs. Merci beaucoup. Bonjour Marie-Esther. Bonjour William. Continuez. Voilà. Sublimez-vous là-bas. Il n'y a rien dans la jalousie. Hein, donc... Allez, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous portez très bien. Je vais bien également ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous m'avez manqué, vraiment, et donc je suis là, je vais rattraper tout le temps perdu avec la bonne ambiance, la bonne humeur et surtout le bien-être à haute dose. Voilà. À haute dose, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on préfère. Marie, ça va? Bonjour Blondine. Ça va?
Ça va? Tu es sûr? Yeah. Non, j'ai comme l'impression que Marie, ça ne va pas. Comment ça ne va pas? Même en offre, je l'observais. Mais comment ça ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas venir sur un plateau de bien-être un lundi matin. Avec tout ce qu'elle a là, je ne sais pas pourquoi ça ne va pas. Comment ça ne va pas? Bon, William. Non, mais est-ce que tu es sûr que ça va? Ah, oui. Non, mais attendez, ça va! Mais ça va, vous voulez me sentir encore comment? Si ça va, Dieu merci. c'est bon. Ah, mais ça va. Mais après, tu peux venir pour un entretien. Un entretien par rapport? Je vais te faire une thérapie. Ouais, bien sûr. Vous êtes sérieux Parce là? qu'en réalité, si ça va, c'est pas normal de répondre comme si ça ne va pas et après dire que bon, ça va. Sur l'insistance. On dirait que tu es Parce qu'on a insisté. insisté. Là. On a insisté. On a insisté. Non, mais en parlant, c'est vrai que j'ai eu un week-end assez chargé. Voilà. Je Je t'ai dit, tu viens pour essayer de thérapie. Je suis psychologue là. On décèle tout. J'avais une dot là que je devais organiser, coordonner du coup, non mais... Je sens l'esprit du mariage. Qui reçoit? J'ai pas entendu de je reçois. C'est les femmes qui sont Non, mais ça. c'est les femmes qui reçoivent. Nous, les hommes, on a dépassé on est ça. tranquille. Donc, Non, mais- Actuellement, même on lance les fleuves, on cherche les ramasseurs. En tout cas, C'est là, sacré. chers téléspectateurs, bonjour. Très content de vous retrouver encore ce matin dans ce nouveau numéro du plateau du bien-être. En tout cas, pour l'onction du mariage, vous recevez seulement, hein. Recevez. On reçoit. Eh bien, très chers téléspectateurs, vous qui venez de nous rejoindre, vous êtes bien entendu sur SOS Docteur Tivier dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Nous sommes là, c'est parti pour 1 heure de temps, même si on a déjà pris au moins une dizaine de minutes dedans. On a encore beaucoup de choses à vous offrir par ici. Et nous allons y aller avec non pas l'info, mais la causerie. Oui, la causerie du jour. C'est bon pour ma santé. Vous êtes prêts? Let's go. Causerie. Ce matin, on parle du lévira. Voilà, c'est le fait d'être marié à un homme et que l'homme décède. Après, la famille se décide de donner la veuve à un cousin ou bien à un grand frère ou à un petit frère du mari de fond pour pérenniser voilà, le mariage en quelque sorte. Est-ce qu'en 2026, c'est toujours d'actualité? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu le sujet de ce matin. Ben, on accorde le privilège à ceux-là qui ont passé le week-end en mariage. Ah, je suis Pour qu'ils puissent, entièrement d'accord. Voilà, c'est à eux de nous dire plus. Merci, je pense que le sujet d'aujourd'hui est beaucoup plus profond. Oui. On pourrait croire que c'est un thème qui n'est plus d'actualité, mais ça existe. Et surtout en Afrique de l'Ouest, c'est une pratique qui est toujours d'actualité, même si en milieu urbain, on ne le sent pas vraiment. En milieu rural, ça existe. Et il faut comprendre qu'il y avait une intention derrière le lévira. Maintenant, reste à savoir si cette intention est toujours d'actualité. D'entrée, je dirais qu'il faut d'abord comprendre c'est quoi le lévira. Le lévira a une pratique beaucoup plus religieuse et biblique. Vous verrez, pour ceux qui connaissent l'histoire de Judas et de Tamar, ils vont certainement connaître cette histoire. Pour ceux qui connaissent, ont lu également le livre de Deutéronome, et ils vont certainement aussi entendre parler de cette histoire. Et même quand on revient au Nouveau Testament, je pense que cette question a été abordée. On a demandé à Jésus dans l'un de ses enseignements, la loi de Moïse nous a prescrit tant que lorsque voilà, une femme venait à perdre son mari, que le frère, qu'en est-il maintenant? Voilà, c'est pour dire que après la mort, il n'y a plus cette histoire d'appartenance. Maintenant, il faut aussi comprendre que le lévira vient du latin, qui veut dire lévir. Lévir qui veut dire frère, voilà, frère du mari, quelque chose comme ça. Et c'est pour nous dire que quand la femme, le mari décède, la femme épouse automatiquement le frère du mari. Et quand on prend la loi de Moïse dans le livre de Deutéronome, on dit si un homme meurt sans enfant, d'accord? Maintenant, je ne sais pas si le monsieur, s'il décède avec, en laissant un enfant, cette loi est toujours en vigueur ou pas. Maintenant, c'est quoi l'idée derrière? L'idée derrière, c'était de protéger la femme.
protéger la femme pour que la femme ne se sente pas seule et protéger surtout les intérêts de la famille. Ne pas permettre à ce que conserver toujours surtout la lignée. La lignée, parce que c'était important, vous allez voir même dans cette histoire de chefferie, même chez nous, on vous dira que non, il faut que la chefferie reste chez nous. Et forcément, la femme était amenée à avoir un garçon. Donc vous vous imaginez dans une famille dans laquelle la femme ne concevait pas un garçon. C'est vrai que ça vient surtout du principe, selon la science, du principe XX. Mais si on se dit à l'époque, si cette pratique-là n'était pas, cette science-là n'était pas encore développée, vous imaginez dans une famille, la femme accouchait rien que des filles. À un moment donné, ils seront obligés à ce que l'un des petits frères du monsieur, du roi, couche avec peut-être la femme pour avoir obligatoirement ce garçon-là, pour pouvoir pérenniser cette chefferie-là. Donc, c'était beaucoup plus là. Et après, c'est vrai que c'était un peu plus répandu, même en Asie, on a connu le lévira un peu partout dans le monde. Maintenant, quand on revient à la question essentielle, est-ce que le lévira est toujours d'actualité? Je dirais que c'est beaucoup plus nuancé. C'est beaucoup plus nuancé parce que ça dépend de la conception qu'on a de la chose. Aujourd'hui, les voix se sont beaucoup élevées et quand on prend le lévira, surtout en milieu urbain, il faut comprendre que c'est une forme d'oppression. C'est une forme d'oppression, surtout chez la jeune femme, parce que on l'oblige à épouser quelqu'un qui, ma foi, n'est pas vraiment son choix. C'est vrai qu'elle a choisi d'épouser quelqu'un qui n'est plus aujourd'hui. Maintenant, la famille l'oblige à épouser une autre personne qui n'est pas de son choix. Maintenant, est-ce que les sentiments sont partagés? Je ne pense pas. Est-ce que la femme se sentirait beaucoup plus aimée, adulée? Est-ce qu'elle n'aura pas des flashbacks par rapport à son mari? Est-ce qu'elle pourra véritablement s'ouvrir à ce monsieur-là? C'est assez de questions. Maintenant, nous ne sommes pas sans savoir aussi que dans certaines familles, il y a de ces belles filles qui ne sont pas aimées. Voilà. Maintenant que le monsieur décède, on te dira, mais avant tu avais ton mari et tu ne nous considérais pas. Maintenant, je serai ton futur. Ton futur mari, je vais te montrer un peu ce que c'est que l'amour. Ce que tu es ton mari, mon défunt frère faisiez là, je vais te prouver maintenant le contraire. Et c'est beaucoup plus une pression psychologique pour la femme. Et je ne pense pas que cette femme-là soit épanouie. Je ne pense pas. Raison pour laquelle aujourd'hui les voix s'élèvent beaucoup plus surtout dans la lutte contre le droit de la femme, les féministes et tout cela, font de sorte que même ce combat-là, pour que le choix du mariage soit beaucoup plus un choix libre, que les parties prenantes soient beaucoup plus consentantes pour qu'ils puissent vivre un mariage beaucoup plus heureux, plus épanoui. Voilà un peu ma conception de la chose. Donc, c'est parti de quelque part. Et aujourd'hui, il faut comprendre que ça a beaucoup plus évolué. Cette pratique-là ne devait plus exister. Et je vais finir avec cette petite histoire de Afi. Afi était une jeune fille de l'Afrique de l'Ouest, pas loin du Togo, qui avait épousé un monsieur. Et quand le monsieur est décédé, la famille avait obligé Afi à épouser le frère direct au monsieur. Afi n'a pas voulu parce que c'était une famille assez richissime, donc il voudrait quand même garder cette richesse-là dans la famille. Mais oublions le fait que quand il y a ce mariage-là dans la famille, il y a aussi les problèmes sanitaires, il y a ce que nous appelons les maladies rares qui surviennent après et il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de prise en charge. Donc il y a ces maladies-là qui viennent mais que les gens ne prennent pas en compte. Alors, Afi a refusé. Et comme Afi a refusé, la famille a coupé les ponts avec Afi. Afi se retrouvait seule avec ses enfants. Elle ne savait plus quoi faire, elle était délaissée. Et c'est ce que pour la famille, c'est ce qu'il voulait éviter parce que souvent, quand quelqu'un décède comme ça, tout le monde vient, oh, on ne va pas te laisser, on ne va pas t'abandonner, on ne va pas ceci, cela. Mais après, tout le monde rentre chez lui. Donc pour eux, pour ne pas laisser la veuve seule, la seule façon c'était qu'elle épouse un frère au monsieur. Afi a refusé, on a coupé les ponts avec Afi et Afi est restée comme ça. Ça a été un moment très pénible pour Afi. Elle est retournée au village, elle a essayé avec ses enfants, elle a essayé d'entreprendre un petit commerce. C'est ainsi qu'elle a essayé de refaire sa vie. Et quand elle a refait sa vie, elle a fini par réussir. Et quand elle a fini par réussir, elle s'est relancée véritablement et elle était véritablement autonome. Et c'est là la leçon de morale. La leçon de morale, c'est pour dire que parfois, on peut se relever de sa chute.
C'est vrai que la famille avait voulu noyer Afi, l'étouffer, mais Afi a su se relever. C'est vrai qu'elle a dit non, mais quand tu fais un choix, il faut être capable d'assumer ton choix. Et c'est ce qui a valu ce prix-là. Et elle s'est relevée. Et c'est pour dire que entre la tradition et la modernité aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a des limites. C'est vrai, la coutume, mais il faut voir à quel niveau. À quel niveau. Et n'oublions pas que tout cela va passer. Mais après, nous avons également notre idéologie, notre idéal, notre vie, notre bien-être à nous-mêmes. J'ai assez prêché, je vais m'arrêter là. Tu as tellement prêché, mon frère. Tu as tellement prêché, monsieur le pasteur. Alors, Marie, je vais me retourner vers toi. Le mois passé, voilà, nous parlions du droit de la femme et tout ça. Et Jacques vient de nous donner un exemple typique. Afi a dit non. Et elle a dit non, elle a tenu ferme jusqu'au bout. Alors, si par exemple, il arrivait peut-être que Afi fasse... Bon, on va prendre ton Afi là pour continuer la conversation. Alors, comment est-ce que les femmes devraient essayer de pouvoir se dire dans leur tête, c'est ce que je veux, c'est ce qu'il me faut, parce que on le dit souvent, tout se déclenche dans la tête. Si par exemple, le mari d'Afi venait à mourir, déjà psychologiquement, Afi n'est pas encore stable à prendre certaines décisions. Voilà. Et maintenant, on l'oblige à pouvoir épouser un frère à son mari. Jacques a évoqué un sujet également très important, c'est le fait que la personne n'est pas totalement oublié tout ce qu'elle a eu à vivre avec son défunt mari avant qu'on ne lui impose le nouveau mariage. Alors, comment est-ce que les femmes, dans ce genre de situation, peuvent tenir dur, ferme, prôner voilà, leur décision en disant non, je ne le veux pas? Comment est-ce que les femmes peuvent psychologiquement, comment est-ce qu'elles peuvent arriver à pouvoir se dire non, je ne veux pas? Et comment est-ce qu'elles peuvent subir les conséquences sans toutefois regretter le choix qu'elles ont eu à faire? Parce que oui, il y aura forcément des conséquences parce qu'il y a des parents qui coupent tellement les ponts. Même un seul centime, on ne t'envoie ni à toi ni à tes enfants. Comment est-ce que dans ce genre de cas, si nous prenons le cas de Afi, comment est-ce que Afi ou bien les dames qui se retrouveraient dans ce genre de situation peuvent tenir dur psychologiquement, ferme pour arriver à pouvoir vaincre déjà le lévira, voilà. Ok, d'accord. Merci Blandine. Je sais que tu n'es pas psychologue. Je pourrais lui offrir volontiers mes services. Coucou psychologue. Coucou psychologue de passage. Ok, d'accord. Je vais essayer d'apporter juste ma contribution. Ouais, parce que tu es femme. Oui. Je ne dis pas que ça pourrait t'arriver, mais nous femmes, entre femmes, on se comprend mieux, on arrive à déceler certaines choses. C'est pourquoi je t'ai posé la question. C'était à Jacques que je voulais poser la question, mais non. Parce qu'au départ, il a dit qu'il était psychologue, donc... Voilà. D'accord, il est là, il va m'appuyer au cas où. Donc, en fait, je sais que, bon, ces femmes qui se retrouvent dans ces genres de situations, c'est vraiment pas facile pour eux. Déjà, psychologiquement, la perte de leur défunt mari et tout ça, c'est très lourd à porter. Et en temps normal, elles devraient avoir comment dire, des oreilles pour les écouter, des personnes pour les accompagner psychologiquement, émotionnellement et autres. Mais si vraiment elles se retrouvaient dans ce genre de situation, je pense que ce serait encore une charge encore très lourde pour eux. Donc, dans ce cas, je pense que cette femme-là doit vraiment être forte et pouvoir se prononcer par rapport à ce qu'elle ressent. Si elle ne veut pas subir cela, elle peut prendre cette décision-là. Aujourd'hui, par exemple, il y a des organisations qui sont là pour protéger les droits de la femme et tout ça, même les droits des veuves
et tout ça. Donc, je pense que ces femmes-là peuvent se diriger vers ces organisations et tout ça, associations qui sont là pour les accompagner, pour les écouter. Même si la famille venait à couper, genre financièrement, soutien et tout, je pense qu'aujourd'hui, il y a des associations, des personnes qui sont là pour accompagner. Et même s'ils n'ont pas de logement, je pense qu'il y en a ces genres d'organisations qui peuvent même jusqu'à les héberger pour un temps et jusqu'à ce qu'ils n'arrivent à se relever et autres. Donc, il y a des conséquences, par exemple, quand on prend le côté financier et tout ça, Jacques venait de le dire, ce n'est pas facile, mais il faut savoir se relever. Donc, je me dis que si ces femmes-là, si elles n'ont plus de soutien côté famille et tout ça, elles n'ont qu'à vraiment se diriger vers ces associations qui peuvent leur apporter un soutien psychologique, émotionnel et peut-être financier dans le but de vouloir se relever. Myriam, je sais que Jacques a envie de rebondir, monsieur le psychologue du plateau. Mais est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Parce que c'est très important. Nous n'oublions pas que dans cette émission, on parle bien-être, on parle santé. Et là, on parle de santé mentale. C'est très, très, très important. On aurait bien aimé avoir l'avis d'un professionnel de santé par rapport à ce sujet. Mais bon, peut-être que dans les jours à venir, on pourra revenir dessus. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport aux droits de la femme et ce sujet? Comment est-ce qu'on peut concilier tradition et puis droits de la femme? Déjà, de base, quand on prend la tradition en Afrique, bon, le droit de la femme est totalement bafoué. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, aujourd'hui, avec l'évolution qui est faite, si je dois me baser sur aujourd'hui 2026 ou le siècle actuel, je dirais tout simplement que la femme, elle doit avoir besoin elle doit avoir des soutiens. Des soutiens nécessaires, c'est-à-dire d'abord, ces enfants, on considère que l'homme est déjà décédé. Donc, ces enfants, s'ils sont majeurs, c'est déjà un premier soutien pour la femme. Au cas où elle sera confrontée donc à adopter le lévira, les enfants, déjà, s'ils sont majeurs, ils constituent donc un soutien assez solide pour la femme. Maintenant, de l'autre côté, il y a la famille de la femme également, voilà, qui constitue également un autre soutien pour la femme. Mais de base, il faudrait que lorsque ils étaient ensemble, mari et femme, il faudrait qu'il y ait un travail préalable qui soit fait. C'est-à-dire la façon dont vous présentez votre femme auprès de votre belle famille, c'est de cette façon qu'elle sera achetée, qu'elle sera considérée. Alors, si vous avez mis déjà des garde-fous, ça fera que même pour parler de lévira, cette femme-là, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Parce que vous avez établi quelque chose, une certaine fondation, une certaine, je vais dire, certaines dispositions autour de votre famille. Et pour des sujets comme ça, ça va être vraiment réfléchi avant de les aborder par rapport à ça. Maintenant, par après, je dirais que avant même d'arriver à cela, la femme peut peut-être prendre certaines initiatives sur le plan économique, parce que quand on essaie de remonter un peu avec le lévira, ça peut préserver bien sûr l'exemple que Jacques a donné, la chefferie et tout le patrimoine culturel, mais on se dit que bon, on ne voudrait pas laisser seul la veuve, les orphelins, donc il faudrait que le frère l'épouse pour prendre soin d'elle et tout, d'accord, l'idée elle est bonne, l'intention elle est bonne, mais est-ce que le moyen adopté elle est bon? Pardon, il est bon? Non, le moyen n'est pas bon. C'est pas parce que vous voulez prendre soin de cette veuve et des orphelins que forcément le frère doit l'épouser. Non, sans son consentement. Et là, il peut y avoir aussi des transmissions, des infections qui vont se faire. Parce que déjà, c'est sans consentement de la femme. Donc, vous l'obligez de façon émotionnelle à adopter ce qu'elle ne veut pas. Et résultat, la personne a déjà perdu son mari. Résultat, vous l'enfoncez encore dans une certaine tristesse, de l'angoisse. Et puis, vous vous foutez carrément de sa santé mentale, ce qu'elle peut ressentir, ce que les orphelins, les enfants laissés peuvent subir comme dommage. Vous ne pensez que au bien-être de votre famille, de votre patrimoine culturel, pensant que vous êtes en train de protéger la veuve, c'est pas normal. Et l'exemple que Jacques a donné par rapport à la fille, je pense que c'est ce qui est idéal. Voilà, c'est ce qui est idéal. Il faudrait que la femme s'affirme, s'impose tout simplement. Et pour le faire, c'est pas toutes les femmes qui pourront arriver à le faire. C'est pour cela que j'ai parlé des soutiens de ces enfants d'abord, qui sont majeurs, qui pourront donc l'aider à continuer cela. Et de l'autre côté, il y a aussi le plan juridique. Si jamais ils se sont mariés légalement, vous savez qu'il y a ce côté-là aussi qui vient pour protéger aussi la femme. Parfois, quand l'homme décède, ben, la femme, elle est donc laissée à beaucoup de choses au niveau de la famille. On la retire beaucoup de privilèges finalement. Et puis, bon, voilà, elle subit. Donc, de ce côté également,
peut-être un avocat, un juriste qui pourra l'aider. Et même chose comme Marie-Estelle a dit, des organisations voilà, qui pourront donc la soutenir dans cette marche pour qu'elle puisse vraiment aller de l'avant. Donc si elle est forte mentalement, je ne pense pas qu'il y aura un souci par rapport à ça. Il y a une seule personne qui peut décider pour faire quelque chose, pour changer, et puis ça pourrait rejaillir sur d'autres personnes également. Oui. Merci Blondine. Je voudrais d'abord avoir une pensée à l'endroit de ces femmes-là qui sont victimes du Lévira, parce que en milieu, comme je l'ai dit, en ville, on ne sent pas vraiment l'effet. Il faut aller en milieu reculé pour vraiment constater ce qui se fait. Et quand on parle du Lévira, il y a également une autre forme de Lévira qui existait aussi dans le temps. C'est-à-dire que quoi? Si nous sommes, je sais pas, Blandine et moi, nous sommes dans une même famille et que la famille commence par s'agrandir, les enfants s'épousent entre eux dans la famille. Voilà, c'était aussi une façon de préserver, de créer un cercle façon propre à la famille. Ne pas permettre à ce qu'un étranger vienne s'intégrer à la famille et que l'héritage également reste dans la famille. Il y avait cette forme-là aussi. Et je l'ai dit au départ, l'idée, moi je vais dire, l'idée était bonne. Mais après, il faut dire que certaines personnes sont venues faire la chose autrement. Jusqu'à ce qu'on aille à la violence, on violente la femme pour qu'elle refuse. Parfois même le monsieur à qui elle doit se donner est tellement vieux que la femme dépasse largement la femme en âge, mais elle est obligée. Et parfois même sur le plan héritage, on dit à la femme, tu ne vas rien hériter de ton défunt mari. Et à un moment donné, elle ne peut plus faire quelque chose, elle ne peut plus rien. Maintenant, quand on dit il faut faire appel à ces organisations de défense des droits des femmes et autres, je me pose la question. Moi, récemment, j'ai fait encore quelques visites dans certains endroits, pas loin de Lomé, la capitale. Mais je me pose la question, est-ce que ces personnes-là, ces habitants ont accès à ces organismes-là? Je ne pense pas. C'est des milieux très reculés. Je me pose la question, qui peut penser à ces habitants, à ces personnes-là? Donc, vous imaginez si jamais le Lévira devrait s'appliquer à ces personnes-là, qui peut venir à leur secours? Personne. Personne. Alors, ça m'amène maintenant à une autre réflexion. Ici, pour amener ces femmes à sortir peut-être de ces situations, c'est anticiper. C'est quoi anticiper? Anticiper ici, c'est que quand tu veux épouser un monsieur, il faut faire des enquêtes. Moi, c'est le conseil que quelqu'un m'a donné la dernière fois. Il faut faire des enquêtes. C'est quoi votre culture? Tu es d'où? Tu viens d'où? C'est quoi ton papa, il vient d'où? La maman? C'est quoi la culture de chez vous? Quand il y a décès, qu'est-ce qui se fait? Quand il y a mariage, qu'est-ce qui se fait? Dans la religion, dans la famille, quelles sont les pratiques qui se font très souvent? Quelles sont les fêtes qui s'organisent? Ça te permet d'avoir déjà une idée globale de ce qui se fait. Là, si jamais tu sais que le Lévira s'applique, tu sais si tu dois aller ou pas. Voilà. Tu as le choix. Tu as le choix. C'est pareil pour le fait de raser la tête aux femmes après le décès. Les femmes qui justement. Et ça te donne déjà une certaine information. Tu as une ouverture et tu sais si tu dois ou tu ne dois pas. Pareil pour le rasage. Quand le monsieur décède, quelles sont les cérémonies que peut-être le monsieur... Je ne te demande pas que... Enfin, je ne te dis pas que tu vas mourir, mais... Oui, mais quand même, je sache. Si peut-être c'est le monsieur qui venait à décéder, quelles sont les cérémonies qui doivent s'appliquer à la femme? Si c'est la femme également qui venait à mourir, quelles sont les cérémonies peut-être qui s'appliqueraient au monsieur? Nous devons connaître tout cela. C'est important. Parce qu'on ne se marie pas seulement parce qu'il faut se marier. Maintenant, si tu as toutes ces informations, tu sauras comment faire ton choix. L'autre chose également, c'est peut-être d'amener, si peut-être la femme est déjà dans le cas et qu'elle ne peut plus se décider, ou bien elle ne peut vraiment plus faire faire le forcing avec la famille, elle peut décider de disparaître. Mais pour disparaître, il faut des moyens à cette femme-là. Parce que si elle reste dans le même village et elle continue peut-être l'agriculture ou son élevage ou son commerce, l'autre famille, la belle famille, est capable d'aller chercher les hommes robustes du village pour aller peut-être incendier son champ.
pour aller peut-être ramasser tout son bétail. C'est possible parce que c'est la violence à un niveau, c'est une démonstration de force pour faire comprendre à la femme que c'est eux qui sont en position de force. Alors, soit la femme quitte le village, mais comment le faire si elle n'a pas de moyens? Il y a certaines femmes qui aujourd'hui ont bien compris la chose, même quand elles vont et travaillent dans le champ du monsieur, elles ont leur champ propre à elles. Ça leur permet d'avoir quand même quelque chose comme économie. Si elle a ça, c'est déjà bon. Ça également amène la notion de la femme ne doit pas aller au mariage et les mains vides. Oui, exactement. Ce n'est pas bien. C'est vrai que le monsieur va apporter la dot, mais la femme ne peut pas aller au mariage les mains vides. C'est pour cela, dans certaines familles ou encore dans certaines cultures, quand on dit que c'est la femme qui dote l'homme, c'est pour se dire que chez eux, la femme ne doit pas aller les mains vides. Donc, elle apporte quelque chose en soutien à son mari. Voilà. Et ce que la femme apporte au monsieur, on n'utilise pas, c'est un bien propre à la femme. Donc, c'est pour dire que c'est un soutien. La famille te dit, va, c'est ta richesse, continue, va. C'est une continuité de cette richesse-là dans l'autre famille. Alors, je pense qu'on peut essayer d'apprendre quelque chose de ça. Les familles peuvent dire, ma fille, avant d'aller dans le mariage, prends ce que nous te donnons aussi comme richesse. Va et va faire fructifier cette richesse-là chez ton mari. Là, même si ce problème de lévira se posait d'un jour à l'autre, j'avoue que cette femme-là a déjà sa richesse et elle peut facilement quitter ce mariage-là et aller se refaire. Mais quand il n'y a pas ça, il y a une certaine dépendance à plus de 90% du monsieur. Je ne pense pas que cette femme-là peut facilement quitter ce mariage-là. Donc, il y a lieu aujourd'hui d'abord de faire des enquêtes, d'être des femmes qui viennent au foyer avec quelque chose pour venir peut-être fructifier et qu'il y ait également ces femmes-là qui soient beaucoup plus, qui aient des réserves, une économie, quelque chose, ça peut être même quelque chose agricole, hein, qui peut vous permettre de vous relancer après, parce que ce n'est pas facile. Si vous, même parfois on va jusqu'à dire quoi, que c'est une trahison de la tradition. Vous avez refusé d'obéir à la tradition et on va vous menacer. On va même vous dire qu'on vous jetez de mauvais sorts. Oui, bien sûr. Et on va vous maudire. C'est votre défunt mari qui est en train de faire cela parce que vous êtes désobéissante. Oui, on va vous maudire. Et pour finir, c'est le cas d'une jeune dame dont me parlait un monsieur et qui me demandait de faire des enquêtes. Il dit, que quand le monsieur... Attends, avant que tu le finisses, j'ai une question qui risque de m'échapper. Faut garder, hein, faut garder, tu vas nous livrer. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, grâce à l'éducation, on peut suspendre ou bien interrompre carrément le lévira grâce à l'éducation? Bien sûr, ça doit commencer par les sensibilisations. Avec les organisations dont on a parlé tout à l'heure, je pense qu'avec le développement qu'ils ont fait, et s'ils ont réellement des objectifs clairs pour éradiquer le lévira, c'est le moment d'aller donc dans ces coins reculés là. Parce que nous, on est en ville, bah, c'est fortement, donc on va dire, c'est arrêté carrément, ça n'existe plus, on va le dire. Maintenant, dans des milieux ruraux, c'est à ces organisations là d'aller vers ces personnes, les sensibiliser sur un certain nombre de choses. Et également, on pourra aussi en parler peut-être au lycée ou bien à des étudiants comme ça, pour perpétuer la chose, sensibiliser et prendre le canal médiatique également, pour que l'information puisse parvenir à beaucoup de personnes. Et à partir de là, pardon, on peut arriver donc à éradiquer définitivement le lévira. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une bonne chose. Même si les populations, bien les milieux ruraux disent que c'est leur tradition, leur coutume, alors vous allez leur expliquer qu'à un moment donné, aujourd'hui, les choses ont évolué. Et si vous faites ci, vous êtes donc confronté à cela. Il y a telle conséquence, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. Et là, ils vont comprendre. Et petit à petit, on va quitter donc de cette mauvaise pratique-là. C'est ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs. Exactement. De sensibiliser, informer. Et pour la petite histoire, quand le monsieur est décédé, c'était un père qui me racontait cette histoire. Mais la famille a imposé, il me dit des choses inhumaines à la femme. Des choses pas possibles quoi, que la femme devait faire. Et c'est là qu'ils ont dit non. Ça déshumanise la femme et ça perd même la dignité de la femme. Et ils ont trouvé des moyens, ils ont fait sortir la femme du village. Et ils l'ont ramenée ailleurs et ils ont trouvé quelques moyens à la femme de pouvoir se reconstruire et refaire sa vie. Alors c'est pour dire que quand l'homme décède,
il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Oui. Et on amène la femme à faire des choses pas possibles. Et aujourd'hui, il y a une autre forme, quand Willy parlait, il y a une autre forme de lévirat aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui se mettent en association et se disent, bon, nous sommes des gens nantis de la société, on devient amis. Ou bien peut-être Willy et moi, nous sommes des amis, nous sommes très bien nantis. Il y a que Sinotor. Et tant que Sinotor, nous avons aussi des enfants qui Sinotor. Maintenant, on arrange le mariage, on dit, ma fille, tu épouses le fils aîné de Willy, pour que cet entretien, cette relation que nous avons entre nous, cette richesse, et même sur le plan business, nos entreprises, tout ça là, puisse prospérer. Et on impose, on dit non, que chez nous, la richesse ne doit pas aller ailleurs. Et puis, aucun autre sang ne doit venir se mélanger à notre, au pacte ou bien cette alliance-là qu'il y a entre nous. Ça existe. Oui, bien sûr. Et c'est des familles qui évoluent ensemble, qui se retrouvent très souvent. On organise des rencontres, les enfants se connaissent, ils se fréquentent. C'est une façon de les amener à se connaître, à se côtoyer et qu'ils se marient entre eux. C'est une autre forme. Et finalement, voilà, il y a des enfants qui sont le plus frustrés dans ce genre de situation parce qu'on les oblige à épouser telle personne parce que c'est mon partenaire d'affaires. Donc il faut l'épouser. Pour garder la chose, il ne faut pas prendre un intrus, quelqu'un qui est pauvre pour venir dans la famille. Et finalement, on oublie carrément, je sais pas, l'avenir ou bien le consentement de cet enfant-là. Et après, l'enfant va être soumis, donc, je sais pas, la santé mentale est dégradante. Et on se dit, bon, on va l'envoyer à l'hôpital ou bien en Europe pour se faire soigner. Alors qu'en réalité, il y a un autre problème. C'est un esprit qui naît comme ça, l'enfant, avec une tête pas possible. En réalité, le mariage en soi ne devait pas être forcé. Ça devait être libre. La personne doit être d'accord. De toute façon, c'est une question de mentalité. Sinon, il faut toujours partir de quelque part. C'est vrai qu'il y a certains qui naissent avec la cuillère en or dans la bouche, mais si l'enfant veut épouser quelqu'un d'autre, et que son cœur bat pour cette personne, en tant que parent, autant le comprendre et évoluer. Et si déjà la personne a une vision, c'est que à coup sûr, ça va réussir plus tard. Donc c'est important, ce genre de choses aussi. J'ai noté une phrase pour la fin. Le lévirat protégeait hier, mais aujourd'hui, certaines femmes doivent d'abord se protéger du lévirat lui-même. Voilà. En tout cas, je pense que la conclusion a été faite. Il faut dire que quand il parlait de mariage entre familles, comme à l'époque, dans certaines familles, ou bien on ne voudrait pas que d'autres personnes entrent dans la famille, donc mariage entre nous, je me demande, est-ce que le fait d'analyser cela, est-ce que ça ne conduit pas, par exemple, peut-être à l'inceste, ou bien à certaines pratiques aujourd'hui qu'on juge un peu trop bizarres? L'inceste, c'est un autre sujet. Même quand on va dans la Bible, même l'exemple de Judas et Tamar dont tu as parlé. On reviendra sur le sujet. Voilà, tu veux conclure. Marie me dit pardon. L'inceste existe dans un autre sujet. Tu ne refuses pas, ça c'est un autre sujet. On reviendra En tout cas, on va s'apprêter. J'ai déjà noté. Il n'y a rien de nouveau sur le tropique. Non, il n'y a rien de nouveau. Déjà leur sujet. On va parler de l'inceste. Calmez vos cœurs. D'accord. Donc venons d'abord au lévirat. Permettez que nous puissions conclure la causerie pour que nous puissions avancer sur les autres rubriques. Alors, je pense que beaucoup de choses ont été dites sur ce plateau de la part de tout un chacun. Comprenez donc que oui, le lévirat, c'est une chose qui datait. C'était quelque chose qui était là depuis longtemps. Mais la question à se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ça avantage les gens? Pensez aux conséquences du lévirat avant d'obliger les gens à pouvoir adopter cette pratique-là. Aujourd'hui, on crie haut et fort que les femmes ont les droits et tout, sachant véritablement que ces droits ne doivent pas être bafoués. Aucune femme ne mérite de vivre en 2026 dans le lévirat. Pensez, je le répète, aux conséquences lourdes de cette pratique-là et faisons ensemble le combat pour pouvoir éviter à tout prix que ça ne se pérennise ou que nos enfants à naître puissent encore jouir de ça, parce qu'aujourd'hui nous sommes déjà nés, nous grandissons et il y a ça, mais que nos enfants
à venir n'arrivent plus ou bien ne subissent plus le Lévira. C'est le combat que nous devons mener tout simplement. En tout cas, comme Jacques l'a dit, beaucoup de courage à toutes ces femmes-là qui vivent cela, surtout en silence. Je sais que ce n'est pas du tout facile. Beaucoup de force à vous. C'est donc ce qui met fin à notre causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir juste après avec l'info du jour. À tout de suite. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Voilà, donc de retour sur ce plateau, nous allons poursuivre avec l'info du jour, William. Bien sûr, on va y aller avec l'info du jour. On va parler donc de JITES Africa 2026, la santé digitale au Maroc, juste après le jingle. Retour sur le JITES Africa 2026, l'un des plus grands saisons de tech en Afrique. L'événement s'est déroulé pendant 3 jours à Marrakech au Maroc et cette année, on a parlé santé et intelligence artificielle. TVC Monde Info. Télécommunications, banque, sécurité et désormais l'intelligence artificielle au cœur de la santé et du JITEX Africa à Marrakech. L'IA promet de meilleurs diagnostics et des produits innovants comme cette cabine mobile tout équipée. Donc en fait, ce sont des dispositifs médicaux connectés sans être forcément dans un environnement médical. Vous avez une caméra haute définition qui permet au médecin à distance donc de voir le patient et d'interagir avec lui. Et puis en même temps, toutes les constantes de mon dossier patient vont être intégrées et analysées par l'intelligence artificielle qui va orienter le médecin vers le meilleur diagnostic et la meilleure prise en charge. Cette valise connectée est déjà utilisée au Maroc en zone rurale. Pour vraiment atteindre le patient grabataire, la personne qui ne peut pas se déplacer, la femme enceinte avec une grossesse à risque, pour pouvoir justement la prendre en charge correctement. L'IA intègre déjà la recherche médicale et accélère la découverte de nouveaux traitements en réduisant les coûts et les risques. Avec beaucoup moins de moyens côté start-up, l'intelligence artificielle peut aussi révolutionner des systèmes vitaux défaillants. Au Sénégal, le don du sang est insuffisant. Ces étudiants travaillent sur la gestion des stocks et l'appel aux donneurs. Et on a commencé à voir que ça marche. Et on va commencer. On se débrouille. Lorsqu'on a un besoin dans un hôpital, les agents vont pouvoir lancer un alerte directement depuis la plateforme. Et donc la plateforme va cibler directement les donneurs qui sont compatibles. Dans un contexte international marqué par le retrait des partenaires historiques, comme l'USAID américaine, ou la baisse conséquente du budget de l'Organisation mondiale de la santé, le développement de l'IA dans ce domaine en Afrique peut s'avérer être une solution tangible. Ce jeune pharmacien marocain a lui-même créé une application, en anticipant notamment les ruptures de médicaments parfois dangereuses. C'est un assistant IA pour les pharmacies d'officine qui va les aider à sécuriser les revenus et fidéliser les patients. La santé pour tous, en facilitant notamment l'accessibilité, reste prioritaire en Afrique, avec la volonté d'une IA souveraine développée par le continent pour le continent.
Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau du bien-être sur SOS Docteur TV. Vous faites bien de rester en notre compagnie. C'est la bonne humeur, comme vous pouvez le constater. Souvent, bon, quand on finit les causeries, c'est toujours chaud sur le plateau. Donc, rassurez-vous, tout va bien jusque-là. Alors, on va passer au mot doc d'aujourd'hui, de ce lundi, bien évidemment. Vous savez que juste après le mot doc, il y a le quiz qui vous permet donc de repartir avec des lots suite au tirage qui est fait donc le vendredi dans cette émission. Aujourd'hui, les mots doc, le thème des mots doc d'aujourd'hui, c'est interprétation radio. Voilà, interprétation radio. C'est cette série-là que vous suivez, réalisée par Michel Gou, 104 épisodes. On rappelle, il est donc ambassadeur des clubs santé SOS Docteur TV. Vous allez suivre les mots doc, le thème interprétation radio et suivi du quiz et on revient. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Le docteur est déjà là? Non, le docteur n'est pas encore arrivé. Oui, asseyez-vous. On peut vous aider madame? Bon, c'est juste pour lui remettre les résultats de ma radio, pour qu'il interprète. Attends, mais pour interpréter radio là, vous avez besoin de l'avis du docteur? Attends, ici là, tout le monde interprète, hein? Ah oui, moi mais j'interprète. Chacun a fait sa formation, on est tous des docteurs ici en fait. Ah oui, même là, quand vous entrez là, c'est parce que vous êtes le vigile là, je l'ai envoyé, sinon vous allez trouver un vigile là à la porte. Lui-même est dans son doctorat. Si c'est interprété là, nous tous on interprète, même lui aussi, il interprète. Ah oui, on interprète, hein? Ah, d'accord, ça tombe bien. Moi, mais je suis un peu pressé. Mais c'est bon alors, faut me donner. Ah, moi j'interprète ça, c'est mon travail ça. Tu sais, c'est comme chez les militaires. C'est comme chez les militaires. Il y a militaire maçon, il y a militaire mécanicien, il y a militaire menuisier, il y a militaire... Tout ça. Mais ici aussi, chacun sa catégorie. Mais ça, moi j'ai fini avec interprétation. Ouais. Mais madame, vous êtes en danger. Wow. Si on ne fait pas quelque chose, en tout cas, non, c'est pas bon pour vous. Il faut une intervention rapide. Rapide. Un cancer très avancé. Et là, il faut une opération. Il faut une opération. Sinon, le cancer risque de monter à la cuisse jusqu'au genou. Et quand ça atteint le genou, on va vous amputer au niveau de la cuisse. Et comme ça, quand vous allez passer dans la rue, on va dire, voilà la femme qui a un pied là. Et ça là, c'est bon. Et ça là, c'est bon. C'est pas bon. Donc, il faut donner 350 000 francs. Moi, je vais attaquer le mal déjà à la base. Je stoppe l'évolution et puis je soigne maintenant le mal. Ça, là, 350 000 là, ça c'est prix famille. Hein. Sinon, ailleurs, là, cancer là, ça c'est 1 200 000, ou bien 2 millions. Ou bien il doit qu'à couper ton pied. Si c'est pour couper pied là aussi, c'est ça. Moi, c'est pour t'aider. Hein. Monsieur, c'est quelle histoire de cancer, du tibia, tout ça là? Moi, j'ai un problème à la gorge. J'ai avalé une arête là, depuis j'ai mal. C'est ce qui fait que j'allais faire la radio. Aïe. Maintenant, je viens montrer les résultats, vous me parlez de cancer. Ça là, c'est juste une égratignure. C'est ma gorge qui me fait mal. Oui, mais madame, quand le pied est gratté comme ça, le cancer passe là. Ça monte par le nerf sciatique qui passe par la colonne vertébrale et ça va se loger dans le cerveau. Et le cerveau maintenant qui rejaillit ça sur la gorge. C'est ça qui fait mal à la gorge. C'est le cancer. Bonjour Madame Koné, vous êtes déjà là? Bonjour docteur. On dit que j'ai un cancer du tibia. Qui a dit? Monsieur Gou.
Hein? Voilà, c'est ça. C'est ça. Bienvenue au quiz game du jour des mots doc. Qu'est-ce que la radiologie? A. Une spécialité médicale qui utilise des images pour diagnostiquer des maladies. B. Une technique de chirurgie. C. Un type de médicament. D. Un examen de sang. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. À l'instant, les mots doc et le quiz également qui s'en est suivi, qui vous permettra donc de répondre tout simplement, d'envoyer vos messages par WhatsApp au numéro indiqué et vous aurez la chance d'être tiré au sort le vendredi dans cette émission pour repartir avec tous ces cadeaux-là. On passe donc au défi de la semaine aujourd'hui, bien évidemment. Un autre défi pour cette semaine, et j'espère que l'autre défi, vous l'avez donc observé. On va passer donc à un autre défi, et le défi de cette semaine, c'est clair, c'est 7 jours sans téléphone au réveil. Ah oui. Ça a été un défi. 7 jours au téléphone sans réveil. Juste après le 10 mail. D'accord. Sept jours au réveil, 7 jours sans téléphone au réveil, c'est le défi donc de la semaine. Et si la première chose que vous faisiez le matin, et chaque matin, ce n'est pas de regarder votre téléphone, mais plutôt de prendre soin de vous. Il y a des gens qui me diront, comme peut-être sur ce plateau, qu'ils ont leur Bible dans le téléphone, donc ils doivent prendre le téléphone pour prier. Mais combien de fois tu n'as pas utilisé ton téléphone pour lire la Bible et pour prier? Au moins au réveil, prends au moins la Bible de façon physique. Voilà, pour lire, pour prendre les paroles de façon fraîche avant de pouvoir continuer. Et donc, pour réussir ce défi-là, vous savez, l'objectif de ce défi, c'est clair, c'est de reprendre le contrôle de vos matins et surtout de votre mental. Ça, c'est très important. Et comment réussir ce défi? Comme vous le voyez, éloignez le téléphone carrément du lit, ou soit vous le posez très loin pour éviter ce réflexe automatique de le prendre tout de suite. Et deuxième chose, c'est de fixer un délai sans écran. Attendre au moins 30 minutes après le réveil avant donc de toucher votre téléphone, ou remplacer cela par une prière, par exemple, une méditation, voilà, des étirements, voilà, un peu de gymnastique le matin, ou carrément vous planifiez votre journée avec votre cahier ou bien votre calepin, votre agenda avant de toucher au téléphone. Et vous préparez votre matinée à l'avance, vous savez quoi faire et ça vous évite donc tout de suite au réveil de replonger dans le téléphone, voilà, scroller sur les réseaux un peu partout, ou carrément vous désactivez les notifications matinales. Ça fait donc moins de tentations et plus de contrôle. Il y en a qui disent que oui, ils ne touchent pas au téléphone, mais à la moindre notification, vous êtes tenté donc de prendre le téléphone pour voir ce qui ne va pas, quelles sont les nouvelles, qui a fait ci, qui a fait ça. Et là, les avantages sont clairs et concrets. Premier avantage, vous avez un esprit plus calme et concentré. Voilà, au réveil sans téléphone, vous avez donc moins de stress et aussi une meilleure humeur, et vous évitez les mauvaises nouvelles dès le matin. On est d'accord, parce que vous réveillez très tôt le matin, et vous tombez sur cette affaire de guerre entre l'Amérique et l'Iran, et puis bon, votre mental, à un coup, soit on dit il y a eu un accident, il y a eu un vol, un truc comme ça, vous commencez pas à réfléchir, vous commencez la journée de façon très gauche, avec une mauvaise mentalité, une mauvaise énergie, on va le dire ainsi. Et le troisième avantage, c'est plus d'énergie mentale, et vous démarrez la journée pour vous, pas pour les autres. Ça, c'est très important. Et amélioration de la productivité, une matinée bien structurée égale une journée plus efficace au boulot ou dans vos entreprises, dans vos initiatives. Et renforcement aussi de la discipline personnelle. Comme je le disais, vous reprenez le contrôle de vos habitudes, c'est-à-dire au réveil, vous savez que vous avez au moins 30 minutes ou bien 1 heure avant de toucher votre téléphone, et que au réveil, vous avez le choix de soit de méditer, de prier, ou bien de faire un peu du sport, de faire de la marche avant même de toucher le téléphone. Il y a certains qui m'ont dit au réveil, ne touche pas au téléphone jusqu'à ce qu'ils arrivent au bureau d'abord, avant de toucher le téléphone, d'activer
donc la connexion pour voir ce qui ne va pas, quels sont les messages un peu partout. Donc c'est une question de discipline. Et je sais que vous pouvez le faire. Je vous invite vraiment à pouvoir observer ce défi-là. Blandine, tu vas le faire aussi. Moi, je vais le faire d'autant plus que moi, ça fait un bon moment que je ne dors pas avec mon téléphone à côté depuis que le message circule, se disant que ça agit sur le cerveau. Effectivement. Je m'éloigne carrément du téléphone, donc je pense que ça peut aller. Donc, je vous invite à reprendre le contrôle de vos matins et bien sûr de votre mental, c'est important. Et demain, on va revenir sur le sujet que tu as abordé tout à l'heure, le fait donc d'éloigner le téléphone pour ne pas causer du tort au cerveau. On va en parler demain, donc santé, environnement. Mais pour l'heure, 7 jours sans téléphone au réveil, c'est possible. Du courage. Voilà. Courage. C'est vrai que c'est pas facile, mais je pense que même quand on dort avec le téléphone éloigné, quand on se réveille, le réflexe est d'aller checker les messages pour voir. Voilà. En tout cas, on va relever le défi en ce qui concerne cette semaine et ça va rentrer comme cela dans nos habitudes. Bien sûr. Merci beaucoup, William. Je vous en prie. Voilà, nous allons marquer une pause ou soit, Jacques, tu préfères y aller directement ou bien on va avec la pause et on revient. Bon, ok, selon ce qui te conviendrait. Bon, on va avec la pause et on revient parce que Jacques, il est un peu pensif. Et on revient juste après avec Que sais-je? Voilà, de retour dans cette émission, nous allons y aller avec Que sais-je et c'est juste après le jingle. Pourquoi le cerveau oublie-t-il certaines choses importantes mais retient les détails inutiles? C'est une question que je me pose très souvent. C'est une très belle question qui nous revient très souvent. Marie, t'arrives aussi d'oublier des choses, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, des fois. Des choses comme quoi, par exemple? Là, tu veux rentrer dans mes trucs personnels. Eh bien, tu viens après au cabinet. Il faut reconnaître que le cerveau retient ce qui émotionne, ce qui attire l'attention, ce qui est répété et ce qui est simple à traiter. Et ce sont ces genres d'informations que le cerveau retient très souvent. Mais il y a plusieurs facteurs qui expliqueraient le fait que le cerveau arrive à vite synthétiser, à retenir certaines informations plus vite que des choses inutiles. Alors, il y a 5 points que je vais aborder. D'abord, le cerveau trie selon l'émotion. Je l'ai dit tout de suite, le cerveau retient ce qui émotionne. Donc, trie selon l'émotion, pas selon l'importance. C'est-à-dire que quoi? Le cerveau retire mieux ce qui provoque une émotion forte. La joie, la peur, une certaine sensation. Ça permet au cerveau de retenir cela et ça fait plus effet. Et donc, quand il y a une situation qui vous rappelle cet événement-là, tout de suite, le cerveau va vous l'activer en même temps parce que ça se crée une certaine émotion, si mais que le cerveau a su garder cela. Et n'oublions pas que le cerveau a une capacité à retenir tellement de choses, mais qui classifie selon la priorité que nous lui accordons. C'est comme des tiroirs. Et quand vous êtes dans le besoin, tic en même temps, selon la classification, le cerveau vous tire ce tiroir-là en même temps et vous vous rappelez. Mais si une importance ne lui est pas accordée, il le classe aussi quelque part très loin là-bas. Alors, c'est comme dire une phrase anodine
Si c'est une phrase anodine, le cerveau tout de suite va l'oublier. Ça n'a pas d'importance. Ça, lorsque une remarque est gênante ou drôle, le cerveau le retient vite. Le cerveau le retient vite. Vous dira la façon dont il m'a parlé là, ça m'a marqué. Il m'a témoigné. Je ne peux pas l'oublier. Il rumine ça revient. C'est bizarre, à chaque fois ça te revient. À chaque fois ça te revient. Alors que c'est des choses. C'est ce que tu as dit au cerveau. Voilà. Alors que tu pouvais quand même penser aux bonnes choses que cette personne avait déjà fait auparavant, mais c'est plutôt le mauvais qui revient. C'est pour ça que ça marque les esprits. Ça marque les esprits, effectivement. Voilà. Donc ce mécanisme implique notamment l'amygdala, donc ce hormone-là qui agit comme un amplificateur de mémoire émotionnelle. Vous voyez? La seconde chose, c'est l'attention. L'attention détermine la mémoire aussi. L'attention que nous accordons aux choses détermine la façon dont notre mémoire aussi peut nous aider à retenir ou oublier cela. On retient bien ce à quoi on fait vraiment attention. Quand on fait vraiment attention, c'est comme vous êtes attentionné au cours de mathématiques, par exemple, vous allez mieux vous intéresser au cours de mathématiques, vous rappelez plus des choses que au cours peut-être d'anglais, à ce cours-là auquel vous ne vous intéressez pas. C'est la même chose, c'est pour ça que certains préfèrent rester devant, suivre les faits et gestes du professeur, la façon dont il parle, il explique, ils sont attentionnés, donc ça leur permet, leur mémoire capte cela. C'est pour ça que certains vous diront qu'ils ont une mémoire photographique. Voilà. Alors, donc si vous lisez quelque chose d'important de façon distraite, le cerveau va l'oublier. Mais lorsque vous êtes attentionné, vous avez une certaine concentration sur ce que vous lisez, le cerveau le capte mieux. L'autre aspect, c'est le cerveau économise de l'énergie. Le troisième point, le cerveau cherche à faire simple et rapide. Donc, il élimine ce qu'il juge non essentiel pour éviter la surcharge. Voilà, dans les choses trop banales, c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, on s'intéresse plus aux choses non essentielles, ce qui fait que notre mémoire est beaucoup plus vide. Il n'y a pas quelque chose de consistant à l'intérieur. Donc, le cerveau élimine très vite ces inutilités-là qu'on remplit, qu'on bourre le cerveau avec, et finalement, la boîte crânienne est vide, quoi. L'essentiel est peu, le reste est vide. Donc, c'est lié au fonctionnement de ce que nous appelons l'hippocampus qui trie et consolide les souvenirs. Dans le résultat, il est simple, l'information complexe ou abstraite, vite oubliée. Mais une information détaillée, simple ou répétitive, le cerveau conserve cela. Et l'autre point, c'est le stress et la fatigue qui brouillent la mémoire. Le stress et la fatigue brouillent la mémoire. Quand on est stressé ou fatigué, le cerveau va faire quoi? Va prioriser la survie immédiate et stocker moins bien les informations importantes. Parce que vous êtes déjà stressé, vous donnez une autre surcharge au cerveau. Donc, ce que le cerveau va faire, c'est de trier ce qui est peut-être essentiel pour lui et ça passe. Parce que vous êtes stressé, votre mémoire ne pourra plus retenir grand-chose. C'est pour ça que quand on dispense les cours, il y a une durée. Pour ne pas fatiguer la mémoire. Quand la mémoire est fatiguée, elle ne retient plus. Voilà, c'est pour ça, pour ces professeurs-là, ceux qui dispensent des cours, il est important d'amener les élèves à ne pas se sentir très fatigués ou ennuyés pendant le cours. Parce qu'à un moment donné, ils ne vont plus retenir. Et vous allez voir, c'est pour ça, faire plus d'1 heure de temps, dispenser un cours, non. 45-50 maximum, quoi. Le reste, là, on ne va plus retenir quelque chose. Et c'est tout comme les enfants autistes dont j'ai parlé ici. Au-delà de 30-35 minutes, là, le reste, là, ils vous regardent seulement. Non, ils vous regardent seulement, voilà. Il y a un facteur déterminant, la répétition. Ce n'est pour rien qu'on dit la répétition pédagogique. La répétition crée la mémoire. Donc, le cerveau retient ce qui est répété, pas forcément ce qui est important, mais ce qui est répété. Ce qui est répétitif, là, le cerveau le retient. C'est comme une leçon vue une seule fois est très vite oubliée. Mais une chanson entendue 10 fois est retenue par le cerveau. Donc, ça vient de la répétition. Donc, voilà, donc je l'ai dit en résumé, ce qui émotionne est très vite retenu. Ce qui attire l'attention est vite retenu. Ce qui est répétitif est vite retenu. Et ce qui est simplifié est vite traité également. Donc, pas forcément ce qui est important à long terme, mais selon l'attention que nous accordons à la chose. Et pour finir, un petit conseil pratique pour mieux retenir ce qui est important, il faut l'associer à une mémoire ou à une image. Ça vous permet de retenir cela, ça permet au cerveau de retenir cela, ou bien de le répéter, ou l'expliquer
à quelqu'un ou l'écrire. L'écrire aussi permet à notre mémoire de retenir cela. Et quand on écrit, on parle, on écrit, ça reste en même temps. Oui. Ou parfois, lorsque vous avez une présentation à faire, pour vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise et posséder le test, vous essayez de l'expliquer à quelqu'un, vous essayez de discuter avec quelqu'un. Le cerveau le mémorise en même temps et ça vous permet d'apprendre en même temps. Ouais. Merci beaucoup, Jacques, de nous édifier chaque lundi dans la rubrique « Que sais-je ». Voilà, nous sommes arrivés au terme de l'émission de ce matin. Merci William, merci Marie, merci Blanc-Jacques. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Merci à toute l'équipe technique, Monsieur Apollinaire, Monsieur Sylvain, Monsieur Patrick. Surtout Monsieur Patrick, désolé d'avoir volé un peu dans ton heure, c'est pas grave. On se donne donc rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Au revoir.